Chapitre 1. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il commettait une folie, car il ne faisait aucun doute que les lieux étaient hantés. En vérité, Lord Canterville lui-même, homme pointilleux à l'excès sur les questions d'honneur, avait jugé de son devoir de mentionner le fait à M. Otis quand ils en étaient venus à discuter des conditions de vente. « Nous avons préféré ne pas habiter nous-mêmes, dit Lord Canterville, depuis que ma grand-tante, la duchesse douairière de Bolton, a été prise d'une peur panique dont elle ne s'est jamais vraiment remise en voyant apparaître sur ses épaules deux mains de squelette pendant qu'elle s'habillait pour dîner, et il est de mon devoir de vous dire, monsieur Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres vivants de ma famille, aussi bien que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampier, diplômé de King's College à Cambridge. Après ce malheureux accident survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester avec nous, et Lady Canterville a souvent bien peu dormi la nuit en raison des bruits mystérieux qui venaient des couloirs et de la bibliothèque. « Milord, répondit le ministre, je prendrai le mobilier et le fantôme selon son évaluation. Je viens d'un pays moderne où nous avons tout ce que l'argent peut acheter. Et avec tous nos fringants jeunes gens qui viennent faire les 400 coups dans le vieux monde et qui enlèvent vos meilleures actrices et primadonnas, je suppose que, s'il existait un fantôme en Europe, nous l'annexerions à bref délai pour le montrer au public dans un de nos musées ou dans les foires. « Je crains que le fantôme n'existe, dit Lord Canterville en souriant. Encore qu'il ait peut-être résisté aux propositions de vos entreprenants impresariaux. Il est bien connu depuis 3 siècles, depuis 1584 pour être précis, et il apparaît toujours avant la mort de chaque membre de notre famille. Ma foi, on peut en dire autant du médecin de famille, Lord Canterville, mais les fantômes n'existent pas, non monsieur, et je doute que les lois de la nature soient mises en échec en faveur de l'aristocratie britannique. Vous êtes certainement très naturel en Amérique, répondit Lord Canterville qui n'avait pas bien compris la dernière observation de M. Otis. Et si la présence d'un fantôme dans la maison ne vous dérange pas, tant mieux. Seulement, souvenez-vous que je vous ai prévenu. Quelques semaines plus tard, l'acquisition de la maison était chose faite, et à la fin de la saison, le ministre et sa famille vinrent s'installer à Canterville Chase. Madame Otis, qui sous le nom de Miss Lucretia Ertapan de la 53e rue Ouest avait été une des beautés célèbres de New York, était maintenant une superbe femme entre deux âges, avec de beaux yeux verts et un profil parfait. En quittant leur pays natal, bien des Américaines adoptent un air de santé chancelante, avec l'impression que c'est une forme de raffinement européen, mais Madame Otis n'avait jamais cru à cette fable. Elle jouissait d'une admirable constitution et d'une sorte de vitalité animale exceptionnelle. En fait, à bien des égards, elle était tout à fait anglaise et offrait un parfait exemple du fait que de nos jours, nous avons tout en commun avec l'Amérique, hormis bien entendu le langage. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents dans un moment de patriotisme qu'il n'avait jamais cessé de regretter, était un jeune homme blond, plutôt joli garçon, qui s'était qualifié pour la diplomatie en conduisant le cotillon au casino de Newport pendant 3 saisons consécutives et qui, même à Londres, avait la réputation d'un excellent danseur. Les gardénias et les aristocrates étaient sa seule faiblesse. Pour le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une petite demoiselle de 15 ans, svelte et ravissante comme une biche avec de grands yeux bleus où il se lisait un fort penchant pour la liberté. C'était une merveilleuse amazone et elle avait un jour défié le vieux Lord Bilton à la course sur son poney. Après 2 tours de parc, elle avait gagné d'1 longueur et demie juste devant la statue d'Achille, au suprême délice du jeune duc de Cheshire qui lui avait demandé sa main sur le champ et avait été renvoyé par ses tuteurs le soir même à Eton dans un déluge de larmes. Après Virginia, venaient les jumeaux, généralement appelés Stars and Stripes, en raison des corrections répétées qu'ils ne cessaient de recevoir.
C'étaient des garçons délicieux et, mis à part l'estimable ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Canterville Chase était situé à 10 kilomètres environ d'Ascot, la plus proche station de chemin de fer. M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture vînt les chercher et ils prirent la route de la meilleure humeur. C'était par une très belle journée de juillet et l'air était embaumé de la senteur délicate des bois de pin. De temps en temps, ils entendaient un pigeon ramier roucouler doucement ou entrevoyaient dans les fougères bruissantes le poitrail cuivré d'un faisan. De petits écureuils les regardaient passer, perchés sur les branches des hêtres, et les lapins détalaient dans les taillis et par-dessus les tertres moussus leurs courtes queues blanches dressées en l'air. Alors qu'ils s'engageaient dans l'allée d'accès de Canterville Chase, le ciel se chargea soudain de nuages. Un calme étrange parut se répandre dans l'atmosphère, un grand vol de corneilles fila au-dessus de leurs têtes, et avant qu'ils eussent atteint la maison, quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tomber. Debout sur les marches pour les recevoir se tenait une vieille femme vêtue de manière stricte de soie noire avec une coiffe et un tablier blanc. C'était Madame Humney, la gouvernante que Madame Otis avait consenti à maintenir dans sa position antérieure à la demande expresse de Lady Canterville. Comme ils descendaient de voiture, elle leur fit à chacun une révérence profonde et d'une voix affable déclara à l'ancienne mode « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase ». À sa suite, ils traversèrent le magnifique hall Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, une longue pièce basse lambrissée de chêne sombre à l'extrémité de laquelle s'encadrait une large fenêtre garnie de vitraux. Là, ils trouvèrent le thé préparé à leur intention, et après avoir ôté leurs manteaux, ils s'assirent et se mirent à regarder tout autour d'eux pendant que Madame Humney les servait. Soudain, Madame Otis aperçut une tache rougeâtre sur le parquet, et sans la moindre idée de ce qu'elle pouvait signifier, elle dit à Madame Humney « Je crains qu'on ait renversé quelque chose par terre. »« Oui, madame, » répondit la vieille servante à voix basse. « Le sang a été répandu à cet endroit. »« Quelle horreur !» s'écria Madame Otis. « Une tache de sang dans un salon, c'est inadmissible. Il faut la nettoyer tout de suite. » La vieille femme sourit et répondit de la même voix confidentielle. « C'est le sang de Lady Éléanore de Canterville qui a été assassinée ici même par son mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui a survécu 9 ans et il a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son esprit coupable continue à hanter le manoir. La tache de sang a été très admirée par des touristes et plusieurs autres visiteurs. Elle est ineffaçable. »« Tout ça ne tient pas debout !» s'exclama Washington Otis. « Le détache-tout et le super détersif Pinkerton la feront disparaître en un clin d'œil. » Et avant que la gouvernante terrifiée ait pu intervenir, il se laissa tomber à genoux et se mit à frotter le sol avec une sorte de bâtonnet qui ressemblait à un phare noir. Quelques instants plus tard, toute trace de la tache de sang s'était effacée. « Je savais bien que Pinkerton ferait l'affaire !» s'exclama-t-il triomphant, tourné vers les membres de sa famille admiratifs. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un violent éclair illuminait la pièce, tandis qu'un fracas de tonnerre les faisait se redresser tous d'un bond et que Madame Humney s'évanouissait. « Quel climat impossible !» dit le ministre américain d'un ton calme, tout en allumant un long cigare de manille. « J'ai l'impression que ce vieux pays est tellement surpeuplé qu'il est incapable de fournir un temps convenable à tout le monde. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la seule solution pour l'Angleterre, c'était l'émigration. »« Mon cher Hiram, » s'écria Madame Otis, « qu'allons-nous faire d'une femme qui tombe en pamoison ?»« Opérer une retenue sur ses gages, » répondit le ministre. « Ensuite, elle n'y tombera plus. » Et en effet, quelques instants plus tard, Madame Humney revint à elle. Elle n'en était pas moins extrêmement perturbée et elle avertit avec gravité M. Otis qu'il devait se méfier des malheurs éventuels qui pourraient s'abattre sur la maison. « J'ai vu certaines choses de mes propres yeux, monsieur, dit-elle, des choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien. Et pendant bien des nuits, je n'ai pas pu dormir à cause des événements terribles qui ont eu lieu ici. » Cependant,
Monsieur Otis et sa femme assurèrent avec conviction à cette âme pure qu'ils n'avaient pas peur des fantômes et, après avoir invoqué l'intercession de la Providence en faveur de ses nouveaux maîtres et négocié une augmentation de salaire, la vieille gouvernante repartit à petits pas vers sa chambre.